Donc monsieur Ryan, vous êtes sur votre deuxième leçon pour passer votre permis de conduire. Et quand j'étais à l'école, j'étais malheureux. Et je n'avais pas envie d'entendre ce que les instituteurs et autres voulaient m'apprendre parce que pour moi c'était complètement décalé. Alors là nous sommes à Albigny-sur-Saône, dans les Monts d'Or. On est vraiment sur la vallée de la Saône. Et c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et c'est là où je dirais je me suis inspiré de la vie de l'homme que je suis aujourd'hui. Eric, on est où là exactement? Alors là, nous sommes à Albigny-sur-Saône, dans les Monts d'Or. Tu vois, on est vraiment sur la vallée de la Saône. Et c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et c'est là où je dirais je me suis inspiré de la vie de l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ici que j'ai grandi essentiellement et à travers donc la ferme de mes grands-parents, puisque mes grands-parents avaient une ferme avec des chèvres, des vaches, une ferme de polyculture. On faisait la transformation du lait, puisque ma grand-mère fabriquait des fromages qu'on vendait sur les marchés à Lyon, chez Chorlier, Bonnard, qui étaient des traiteurs de réputation. Et puis moi, tous les jours, quand je rentrais de l'école, je montais dans ces chemins pour aller chercher les chèvres, qui étaient, où tu vas voir là-haut, dans les prés des Trois Chênes. Et du coup, tu as travaillé dans la ferme agricole de tes grands-parents, c'est ça? J'ai plus que travaillé, j'y ai vraiment vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, jusqu'à ce que je parte au service militaire. Je ne vivais que pour ça en fait. Je voulais vraiment reprendre l'exploitation de mes grands-parents. C'était la seule chose qui m'intéressait, rien d'autre. Et puis, quand je suis rentré du service militaire, je me suis rendu compte pendant cette année que j'étais fait pour autre chose, que j'avais probablement d'autres envies, que j'étais un chef né puisque j'arrivais à commander et diriger les autres sans avoir de galon, puisque j'avais refusé d'être gradé. Et c'est là où ma vie a complètement changé et basculé en fait. J'ai énormément vécu avec mes grands-parents en fait. Mon père était souvent en déplacement, ma mère travaillait de nuit, et moi j'ai toujours été un enfant sauvage un petit peu, qui ne pensait qu'à une chose, c'est me retrouver avec les animaux, avec mon grand-père. Je rêvais de ça. Et quand j'étais à l'école, j'étais malheureux, et j'avais pas envie d'entendre ce que les instituteurs et autres voulaient m'apprendre, parce que pour moi c'était complètement décalé par rapport à la vie que je vivais ici à la ferme. Et effectivement, quand tu vois tes grands-parents qui t'expriment l'amour de la nature, le respect des animaux, le goût de l'effort et du travail, le partage, les vraies valeurs terriennes en fait, effectivement c'est quelque chose qui m'a poursuivi toute ma vie et qui a été pour moi mon énergie principale. Et je dirais que tout ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma vie, y compris le nom de mon entreprise des Trois Chênes, est issu de ces racines. Nous, on était des enfants, j'avais 10 ans, je travaillais comme un adulte à l'époque. On n'était pas en train de dire on exploite les enfants, etc. Oui, J'étais tellement fier d'aider mon grand-père. Alors nous, on pouvait sortir le fumier, aller faire les foins, on refaisait les clôtures, on nettoyait les haies, on ramassait les pierres, on nourrissait les animaux. Il y avait, à un moment donné à l'époque des cochons, on avait le droit à l'époque de tuer les cochons. C'était tellement riche, tellement fort, tellement puissant en amour, en partage et puis en connexion avec la nature que j'ai tout appris. C'est ce que je suis aujourd'hui encore. T'as pas voulu reprendre le projet noble de l'exploitation agricole de tes grands-parents. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans un défi, on va dire, monstrueux, qui est celui d'aller conquérir, entre guillemets, le monde sans avoir aucun diplôme? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde le système dans lequel on vit, il est inconcevable de travailler sans avoir un diplôme. À l'époque, donc, j'ai postulé dans de nombreuses annonces et j'ai eu la chance d'être convoqué pour un test pour entrer aux assurances, dans les AGF.
Et je me suis présenté, on était une cinquantaine de personnes et il y avait une quarantaine de questions. Je le raconte souvent parce que c'est très important pour la question que tu viens de me poser. Et dans ces 40 questions, j'ai dû répondre à 2 questions. Les autres, j'ai rien compris. Je comprenais même pas le sens des questions. Et il y avait une question d'ailleurs parmi celles-ci, c'était qu'est-ce qu'un gastéropode en connaissance générale. Un gastéropode, je me dis c'est quoi ce truc, c'est impressionnant. Et j'ai rendu ma copie au bout de 2 minutes. Et puis je me suis assis pour voir un peu comment les choses allaient se passer. Et puis à un moment donné, le directeur sort de son bureau, va demander au gars qui surveillait comment ça se passait, et puis il explique qu'effectivement j'avais rendu ma copie, que j'étais là, que c'était bizarre, etc. Et le directeur me demande de venir dans son bureau. On échange, on discute, et au bout de 20 minutes, il me dit écoutez, vous n'avez absolument pas du tout le profil pour ce poste, vous n'en avez ni la formation ni rien, mais il y a quelque chose en vous qui me dit que je vais vous donner votre chance. En fait, la chose qui nous a rapprochés au départ, c'est que lui, il était dans les fusiliers marins et moi, j'avais été dans les parachutistes, les paracommandos. Et c'est quelque chose qui, au départ, nous a un peu raccrochés. On a discuté et puis il m'a donné ma chance. Et le fait que cet homme me donne ma chance, je pouvais mourir pour lui, quoi, en fait, parce qu'il m'avait donné la chance de pouvoir rentrer dans un job que je ne connaissais pas. Ouais, c'est clair. Et très vite, mes aptitudes naturelles de bosseur, de travailleur, etc. ont fait la différence avec les autres et je suis devenu très rapidement parmi les meilleurs vendeurs des AGF. Donc tu vois, on arrivait, on prenait la barrière, on l'ouvrait, comme ça, tout simplement. Hop. Il y avait le troupeau des 120 chèvres qui étaient quelque part là-bas dans les prés qu'on ne voyait pas là. T'arrivais, je commençais à monter dans le champ. Et puis on criait bi 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 té. Et tu les voyais arriver. Comme ça, elles déboulaient. Et on voulait, fallait pas qu'elles courent trop, parce que tu sais, c'était la fin de la journée, elles avaient les tétines, les mamelles pleines. Donc tu voyais le lait des fois qui sur la route qui faisait des zigzags comme ça, c'était hallucinant. Mais ça, c'était toute ma vie, j'étais tellement heureux, c'était le bonheur extrême. Après avoir gravi le col, on est arrivé à cet endroit-là qui était très cher, donc les 3 chênes. Qu'est-ce que ce lieu t'inspire, Eric, chaque fois que tu viens te ressourcer ici? Ce lieu m'inspire déjà toute mon enfance. Il m'inspire une énergie hors norme. Je pense que j'ai la chance d'être né avec une bonne énergie que je tiens de mes parents, de mes grands-parents, de ma famille. Mais je suis convaincu aujourd'hui que cette énergie a été démultipliée par la foi que j'ai en ces arbres, en ce lieu, en cette connexion que j'ai avec la nature. Et j'y ai passé tellement d'heures sur ces arbres à rêver. Je rêvais que j'étais le vent, que je faisais le tour du monde, de la terre, etc. quand j'étais gamin. Alors que, quand on me parlait de la Chine, quand on parlait de l'Amazonie, j'aurais jamais imaginé un jour que je pourrais y aller, tu vois. Et tout est parti d'ici, en fait. Si tu veux, ici, pour moi, c'est mon centre et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Du coup, dans cette vie trépidante, comment tu arrives justement à trouver le temps de venir te ressourcer et en quoi c'est important pour toi, Eric? Pourquoi j'arrive à me ressourcer et pourquoi c'est important? Parce que pour moi, c'est essentiel. Je pense que déjà, tu vois, je suis l'enfant encore au fond de moi que j'étais à l'époque. L'enfant qui venait ici jouer, méditer, être des fois arrogant, etc. Et quelque part, même aujourd'hui en tant qu'homme, je me donne le droit de me tromper, je me donne le droit d'être traître, d'être lâche, d'être faible, d'être fort, peu importe, tu vois, je suis moi. Et j'ai besoin, pour pouvoir rester moi, de revenir me connecter ici très très régulièrement. Et donc je trouve toujours un moment et le temps. Et quand je ne trouve pas le moment où je ne cherche pas à le trouver, c'est au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit « Viens te reconnecter ici ». Et je peux te dire qu'une heure ici, je repars, je suis regonflé à bloc. C'est-à-dire reconnecté. Comment tu t'es rapproché du monde de la musculation, sachant que tu viens d'une exploitation agricole qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et beaucoup de courage? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rapproché de ce milieu-là? Écoute, la réponse est extrêmement simple. Quand j'étais à la ferme, je bossais 80 heures par semaine. J'avais un travail qui était hyper physique. Je suis un hyperactif. J'ai toujours été
une certaine force de la nature. Et quand je me suis retrouvé de passer de ma voiture à être debout dans les magasins et à aller au restaurant, etc., et que je voyageais beaucoup à travers la France, j'ai un jour un ami qui m'a inspiré tout ce qui est hygiénisme, naturisme, etc., et qui m'a commencé à me mettre à la musculation. Et là, ça a été une révélation, puisque déjà, j'arrivais à me défouler. Je retrouvais des sensations que j'avais à la ferme en levant des poids, en activant mon physique, en challengeant un petit peu, comme je challengeais mon grand-père, là je challengeais et je me challengeais. Et la musculation, je suis tombé dedans par nécessité et par passion. 11, 12, va les chercher, 13, 14, 15, encore 5, y'a rien, 1, allez, 2, 3, super, allez, 4, une dernière, va la chercher, yes, super, super. Tu me guides, Eric, hein, À gauche, attention qu'il n'y ait pas de voiture qui monte. Donc, monsieur Ryan, vous êtes sur votre deuxième leçon pour passer votre permis de conduire. Donc, j'espère que ça se passera beaucoup mieux que la dernière fois où nous avons renversé un passant, écrasé un chien et rentré dans un bus. Chèvre, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as mis ta ceinture? Est-ce que tu as enlevé le... Alors pourquoi ça sonne, Jessie? C'est moi. Ah, Ah. C'est Jessie qui sonne. Donc là, nous sommes sur la route de Groll. Et moi, j'habitais... Mes parents avaient construit une villa juste en... On va passer devant, là, justement. Tu vois, moi, j'ai grandi ici, là. Dans cette maison, là. Mes parents habitaient là, ouais, tu vois, ici, à l'époque. Ça s'est bien détérioré depuis. Avant, nous, on emmenait les vaches ici, les chèvres. Il y avait des prés de partout, des poiriers, des pommiers, des pêchers. C'était ouvert. Ouais, c'était... Voilà, il y avait cette baraque là, que j'ai toujours vue là, de Morel, c'est lui qui m'a amené à la musculation d'ailleurs. C'est moi et mon père là. À la maison, on est passé devant la villa tout à l'heure. Ouais. Tu vois, là c'est ma grand-mère. Là, mon deuxième, l'aîné. Tu vois, il y a les pots de chèvre. Ah ouais, donc on est... On était dedans. Donc à travers justement les médias et les réseaux sociaux, tu partages énormément de valeurs qui t'ont été inculquées à travers justement l'exploitation agricole de tes grands-parents, là le service militaire et puis après toute ton expérience en tant qu'entrepreneur. Quand on t'entend parler, il y a souvent ces trois valeurs-là qui reviennent, l'audace, le courage et le partage. Selon toi, quelle est pour toi la valeur la plus forte parmi ces trois-là? Les trois sont importantes, mais je dirais que la première, c'est le courage, puisqu'il faut du courage dans la vie pour affronter un petit peu toutes les expériences que la vie nous porte. L'audace, parce que si on veut aller vers des chemins inconnus ou construire son destin, il faut avoir de l'audace et pas simplement se contenter de là où on veut vous emmener. Ce qui est important, c'est d'avoir l'audace de suivre son propre chemin. Et puis le partage, parce que tu ne fais jamais le chemin tout seul, tu le fais avec d'autres personnes. On a besoin, on est interdépendants, et j'aimerais vraiment que dans l'avenir, cette interdépendance soit vraiment fondée sur le partage, sur l'amour, et puis sur la liberté, et en préservant notre terre dans laquelle on est. Donc je sais que je suis un petit peu idéaliste, on me le dit souvent, mais je préfère être idéaliste et avoir des rêves et continuer ma vie d'homme comme je l'ai commencé, et la finir comme je l'ai commencé. Est-ce que tu penses que la société est responsable justement de ce changement de système de valeurs? Déjà, tu sais, moi, la plupart de ma vie, je la passe et je la partage avec des jeunes. En général, dans mon travail, dans le sport. Je suis inspiré par la jeunesse et je pense que le grand gamin qui était en moi est toujours là. Et je suis plus en adéquation avec des jeunes qu'avec des gens de mon âge. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que de mon expérience, comme l'expérience des anciens, on doit montrer un exemple, on doit montrer une inspiration.
Mais on n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour leur dire voilà comment il faut faire. Non, il faut leur laisser faire comme ils l'entendent, mais leur donner un petit bout d'indication, un petit bout de chemin qui sont ces vraies valeurs, pour pouvoir leur permettre de se retrouver dans leur propre chemin de vie. Il est vrai qu'aujourd'hui, la société déresponsabilise les gens, mais pas simplement les jeunes, tout le monde, y compris les parents, les grands-parents, tout le monde est déresponsabilisé. Et puis, on ne sait plus où se situer dans nos propres responsabilités personnelles. Qui est responsable de ma vie, de mes échecs, de mes victoires, etc. C'est un peu devenu un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'à un moment donné, effectivement, on se doit pas de rentrer dans un conflit de génération, puisque c'est inutile. Au contraire, on doit s'adapter les uns aux autres pour pouvoir essayer de grandir de manière bienveillante les uns avec les autres. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, loin de moi l'envie de donner des leçons. J'ai pas envie de faire le prof, j'ai toujours détesté les profs, c'est pas à moi aujourd'hui qui vais faire le prof, mais au contraire, dire regardez un petit mec comme vous qui est parti de rien et qui a essayé de construire sa vie le mieux possible à partir de ses valeurs. Donc moi j'essaye d'inspirer les gens et puis sans me prendre au sérieux, des fois en jouant même de la dérision. J'adore rigoler, j'adore se moquer de moi même, des fois ça me dérange pas. Les gens quand ils me voient, ils ont l'impression que je suis quelqu'un de très dur, très rigide, mais je suis tout l'inverse de ça, je suis un mec qui est heureux de vivre. Et j'aime la plaisanterie, j'aime m'amuser, j'aime partager tout ce qui fait partie des valeurs de la vie. D'ailleurs, je vais te montrer un truc, j'adore dans des endroits où je vais, des fois je vois des petites choses, et puis de là je brode une histoire complètement débile et tout, et ça m'amuse. Et c'est pas pour faire de la mégalo ou quoi que ce soit, mais tu vois, j'aime bien, par exemple ici c'était à Dubaï, dans la salle de sport d'un de mes amis, ils avaient un gros Hulk, bah, je l'ai transformé même en publicité, un truc comme ça pour s'amuser. Ou au salon, au FIBO, avec mes athlètes, mes amis, on s'amuse, on prend une photo, on la fige et puis on en fait quelque chose d'un peu marrant, un peu sympa. Voilà, bref, c'est pour résumer, la vie, elle doit être vécue sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Voilà. Le message que j'aurais à faire passer en tous les cas. Et puis éclatez-vous. Et puis des rêves, ayez des rêves, c'est important. On interdit presque aux gens de rêver aujourd'hui. En dehors sur la toile, le rêve, il est dans la vraie vie, il est dans les étoiles, il est dans le ciel, il est dans les éléments autour de nous. Et c'est se reconnecter avec ça qui est important. Alors Eric, je te laisse du coup déballer ce cadeau. Ah, je vois. Je vois ce qu'il en est. Et je vais te dire quelque chose. Dans cette période-là de Édouard Kawak, Édouard était persuadé qu'il allait être le nouveau Rambo du cinéma. Franchement, cette photo, il me l'avait montrée à multiples reprises. Et il était dans sa... Allez, c'est magnifique. Tu sais quoi, je suis vraiment super content. Parce que cette photo, pour moi, elle est mythique dans ma tête. Il me l'avait montrée à plusieurs reprises parce qu'il avait cette photo à sa salle de gym à Nice. Exactement. Et à cette époque-là, il rêvait de faire du cinéma, il rêvait de devenir Rambo. Et il avait fait, je sais pas si tu l'as vu dans le reportage que tu avais fait, il avait fait plein de photos habillé en noir, avec les bandeaux, les mitrailleuses, etc. Parce qu'il voulait être le futur successeur de Rambo. Non, Édouard, c'était un mec magnifique. C'était un super bel athlète et humainement, c'était vraiment une très très belle personne, une très belle personne. Jamais j'ai entendu Édouard parler de mal de quelqu'un, jamais je l'ai entendu jurer. C'était quelqu'un qui était fidèle, qui avait la joie au cœur, la joie aux lèvres, qui était toujours en train de rigoler. J'ai sa voix qui résonne encore dans ma tête. Voilà. Ah, je te remercie Ryan, c'est très gentil en tous les cas. Avec un grand plaisir. Voilà. Merci. Ah ouais, celle-ci, elle est mythique, celle-ci.
Ouais. Sacré athlète hein, quand même. Hein. Énorme, énorme. Et il était puissant, hein, je te le dis. Hein. Ouais, c'est- Ah, magnifique. Le message que j'aurais à faire passer en tous les cas, et puis éclatez-vous, et puis des rêves, ayez des rêves, c'est important. On interdit presque aux gens de rêver aujourd'hui, en dehors que de sur la toile. Le rêve, il est dans la vraie vie, il est dans les étoiles, il est dans le ciel, il est dans les éléments autour de nous. Et c'est se reconnecter avec ça qui est important.